Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et quel bonheur, quel plaisir, quel retour dans le championnat du monde MotoGP, la trêve estivale. Avant cette trêve estivale, nous avions eu une grande pause de plusieurs semaines avant le Grand Prix d'Assen, du Sachsenring, beaucoup de pauses ces derniers temps, mais c'est reparti, la MotoGP peut reprendre de plus belle et comment avec ce week-end pour célébrer les 75 ans de l'histoire de la MotoGP. Il y a 75 ans, les premiers pilotes parcouraient le monde pour se battre sur différentes machines. Ça continue encore aujourd'hui à Silverstone. C'est pour ça d'ailleurs que nous avions eu des livrets spéciales pour toutes les écuries, toutes les motos, toutes les équipes. Tout le monde a eu une livrée spéciale, des casques spéciaux pour certains pilotes, des belles livrées sur les motos. Dites-moi quel était votre préféré. Personnellement, je me dirige un peu plus vers la KTM, la Gaz qui sont vraiment très belles. Mais aussi, j'aime beaucoup la Aprilia pour le coup. La Aprilia, je la trouvais très stylée. La nouvelle Trackhouse aussi a quelque chose d'un petit peu joli. Alors pas la Trackhouse utilisée pour la course, mais la Trackhouse qui va être utilisée pour le restant de la saison. À voir, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. En tout cas, nous nous lançons pour Honda. Nous commençons comme à notre habitude depuis le début de cette saison par Honda. Et pourquoi? Je vais dire peu de choses encore une fois sur Honda. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore apporté beaucoup d'upgrades. Alors oui, certes, ça continue de travailler sur le fond, sur la forme de la moto, sur un peu tout ce qui peut s'améliorer parce que la moto est pour le coup catastrophique. Mais c'est vrai que pour l'instant, pas grand chose. Ça bosse énormément du côté de l'usine au Japon. Et on va voir un petit peu par la suite ce qu'ils pourront apporter. Mais là, à Silverstone, nous n'avions pas grand chose. Donc, on connaissait déjà la moto. C'est assez terrifiant quand on voit les pilotes, quand on voit les on-board, quand on voit les pilotes à la télé, comment les pilotes ne sont pas confiants. Dans les entrées de virage, on voit un Juan Mir. J'ai l'impression, peut-être que c'est que moi, mais j'ai l'impression de voir des pilotes crispés. Juan Mir, Zarco, des pilotes qui sont crispés, notamment dans les entrées de virage et comment la moto bouge sur le placement dans le virage, à la sortie du virage. La moto bouge, elle lève. Donc là, on voit que rien ne va sur cette moto. C'est pour ça que les performances ne suivent pas. Et ce week-end, bon, bah, que dire? Marini qui prend sa pénalité à cause des pneus, Juan Mir qui abandonne sur une panne mécanique, Zarco meilleur pilote Honda, comme souvent, qui prend quelques points. Mais à part ça, rien de spécial. Passons à Yamaha, parce que oui, je n'ai pas grand-chose à dire. Concernant Yamaha, c'est une très belle livrée pour ce 75e anniversaire, mais c'est surtout un énorme moment de doute pour la marque japonaise et aussi pour Fabio Quartararo. Vous le saviez peut-être, Yamaha était censé apporter de grosses upgrades sur la moto dès ce week-end de Silverstone. Alors ça a été fait, beaucoup de pièces ont été apportées par la marque japonaise et finalement, vous le voyez, une 18e place en qualif, Alex Rins qui se blesse. En course, alors oui, il y a eu de la remontada de la part de Quartararo et de la très bonne course, du bon rythme, mais pas du tout suffisant pour aller chercher un top 10, ni même les meilleurs KTM ou les meilleurs Aprilia. Donc on est un petit peu sur un problème qui est toujours le même depuis le début de cette saison. Le moteur, ça a l'air d'aller, les pilotes sont satisfaits, en Vmax, en accélération, puissance, en couple, tout a l'air de bien fonctionner chez Yamaha. Concernant maintenant le châssis, c'est là où le plus de pièces ont été apportées, mais la maniabilité reste très difficile à trouver. La moto est difficile à faire tourner, la moto est difficile à garder sur l'angle, la moto est difficile à inscrire en virage et le freinage, les zones de fort freinage se passent assez difficilement. Encore une fois, c'est le mot qui revient à chaque fois qui sort de la bouche de Quartararo et d'Alex Rins. Donc voilà, il y a des upgrades, il y avait beaucoup trop de choses concernant Yamaha pour que les pilotes puissent tout tester sur un week-end de course normal. Il va falloir faire des tests privés à côté pour pouvoir un petit peu tester le nouveau matériel. Et donc voilà, donc pour le coup c'est un peu mitigé, surtout qu'Alex Rins vient se blesser.
Rémi Gardner a fait des retours aussi sur la Yamaha et lui, il le disait qu'il atteignait la limite de la maniabilité, alors que Rémi Gardner n'est pas un pilote MotoGP, donc s'il atteint déjà la limite, c'est qu'il y a un souci sur ce côté-là et Yamaha va continuer de travailler là-dessus. Alors, en termes de step-up de performance, il y a peut-être eu un petit quelque chose, mais il va falloir beaucoup plus travailler sur certaines pièces et essayer des réglages différents et encore améliorer, bien sûr, le package principal de la moto, notamment sur le côté châssis. Passons à autre chose, parce que malgré les bonnes 11e places en sprint et en course principale de Fabio Quartararo, eh bien, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur Yamaha, qui perd encore une fois Alex Rins. Passons du côté de chez KTM et là pour le coup, je ne sais pas trop quoi dire. Le problème technique sur la grille de Brad Binder, la moto qui tombe en panne directement dès le départ. Il n'a rien pu faire, voilà, il n'a rien pu faire. Bonne course sprint quand même à souligner de Brad Binder, une 4e place. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il manque quelque chose du côté de chez KTM. Je ne dis pas qu'il y avait une opportunité aujourd'hui parce qu'on va la voir quand on va parler de Ducati. Il n'y avait absolument rien à faire. Mais encore une fois, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher un petit quelque chose en plus si Binder manque de régularité? KTM, pour le coup, continue de manquer un peu de régularité aussi, que ce soit sur le développement, sur la moto en général, avec ses pilotes. Donc tout ce package fait que à chaque fois, on perd des points, on en repère et on en repère parce que même aujourd'hui, même le grand, l'unique, l'immense Pedro Acosta n'a pas réussi à faire une bonne performance. Alors, on s'entend encore une fois, il était impossible de jouer face au Ducati. Pedro Acosta, seul pilote KTM dans ce top 10, seul pilote KTM à avoir pu faire quelque chose à peu près. On l'a vu au départ, il tenait à peu près le rythme de ce top 6, top 7. Il s'est fait dépasser Dijan Antonio, il s'est fait dépasser Alex Marquez, Marc Marquez, tous les pilotes Ducati, Aleix Espargaro. Impossible de tenir le rythme avec sa gaz-gaz. Donc voilà, personne n'en veut à Pedro Acosta, je pense, même si on est en train de voir qu'il manque quelque chose chez KTM. Et là, c'est en général, c'est pas seulement le pilote, c'est pas seulement la gaz-gaz, c'est pas seulement Brad Binder. Vraiment, il commence à manquer quelque chose pour pouvoir suivre les Ducati et les Aprilia sur certains circuits, notamment sur des circuits ultra rapides comme Silverstone, qui convient parfaitement au package de la Aprilia, que ce soit au niveau de l'aéro, du châssis et de la puissance, vu que c'est pas un circuit où on a d'énormes réaccélérations ou des grosses phases de freinage, c'est plutôt un circuit en fast and flowing. Et pour le coup, comme vous le savez, la KTM, ce n'est pas vraiment son domaine. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Peut-être qu'on peut parler de Jack Miller qui se fait doubler par Morbidelli, qui a pris 2 longues laps dans la même course. Mais je ne vais pas le faire. Ils avaient des très belles motos, mais la performance n'était clairement pas au rendez-vous. Bravo à Acosta quand même pour sa 5e place en course sprint. Allez voir la vidéo parce qu'il a fait quelque chose d'énorme. Et bravo à Pedro Acosta pour avoir mis sa moto dans le top 10. Alors qu'on l'a vu, c'était plutôt difficile ce week-end de faire ça. Pour certains, sans doute, et pour moi, y compris la plus grosse déception de ce week-end, Aprilia. Pas de performance, des pilotes ultra décevants, de belles livrées, ça on peut pas leur enlever, comme à 90% des livrées sur la grille, on peut peut-être enlever Pramac dans le lot. Mais Aprilia, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Oliveira, quand il est arrivé, aucun feeling, très peu de rythme, pas de performance, et ce dès les essais. Il rate la Q2 de peu, la Q1 était vachement serrée, c'était assez spectaculaire à voir. Donc voilà, la Q1 très serrée. Bref, dans tous les cas, il rate la Q2. Et après, le week-end va de pire en pire pour tous les pilotes. La course sprint, n'en parlons pas parce que Viñales, Oliveira, Fernandez, nulle part. Mis à part Aleix Espargaro le samedi qui fait la pole position et une bonne course sprint. Pas grand chose tout de même à en tirer. Et là, nous pouvons directement nous diriger vers le dimanche. Pour le coup, je ne sais même pas comment le dire. Alors, l'incident Oliveira-Fernandez, il est malheureux, je vous l'accorde. Mais en même temps, quand on part du fond de la grille, quand on est dans le trafic, quand on est à la bataille au centimètre avec les autres pilotes et qu'on est obligé de pousser dès les premiers virages pour aller chercher quelques positions et obtenir un résultat correct, eh bien oui, on prend plus de risques. Oui, Oliveira part à l'extérieur dans Brooksland, si je dis pas de bêtises. Et dans Brooksland, le même virage, Fernandez à l'intérieur vient croiser, perdre l'avant et faucher Oliveira qui était à l'extérieur.
Donc bon, effectivement, c'est malheureux. Effectivement, on peut parler de malchance sur ce coup-ci, mais on peut aussi parler de la performance cataclysmique des deux pilotes Trackhouse et de Maverick Viñales qui, on le rappelle, n'avait aucun feeling, aucune perf, rien de tout ça, alors que l'année dernière, c'était le circuit destiné pour Aprilia. Comme Barcelone, et bien cette année, Silverstone, ce fut un énorme flop pour les Italiens. Je ne sais pas vraiment quoi dire, tous les pilotes se sont plaints de quelque chose en particulier. D'ailleurs, tous les pilotes avaient la RSGP 24 car Aprilia vient de la fournir à Fernandez. Bon, c'est pas une bonne première, mais fallait s'y attendre, va falloir s'adapter un peu plus. Et je lui donne, voilà, on lui donne tous 2-3 grands prix. En plus, il a été prolongé chez Aprilia. Va vraiment falloir qu'il nous montre qu'il mérite cette place en MotoGP et pas seulement faire une bonne course tous les 3 ans à Catalunya. Bon, et je souligne aussi la bonne performance d'Aleix Espargaro qui place sa moto dans le top 10 lui aussi. C'est les deux seules motos hors Ducati, hors du top 10. On en parle tout de suite de Ducati. C'est indécent, c'est scandaleux, mais c'est beaucoup trop fort et très stylé. J'ai des statistiques pour vous qui commencent à faire un petit peu mal à la tête, mal à l'ego, mal à tout le monde et au championnat du monde MotoGP. On est sur 5 podiums consécutifs. Alors, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est peut-être même 7. On est sur 7 podiums consécutifs entièrement Ducati. Donc, ça fait 7 courses de suite que nous avons 3 Ducati sur les 3 marches du podium en course principale. Peut-être que c'est beaucoup. Peut-être que ça peut devenir un peu embêtant. Alors oui, la domination au début de saison était visible. Oui, on a eu quand même des belles surprises. Un Maverick Viñales hors norme aux États-Unis, un Pedro Acosta qui vient nous chercher des podiums. Nous avions eu un Aleix Espargaro aussi qui était très bon, par exemple, à Barcelone, un Brad Binder excellent au Qatar. Mais là, depuis c'est vrai quelques temps, impossible de voir les autres motos. Ducati performe tellement. Et alors, je n'arrête pas là. Nous avons encore une fois un top 5 entièrement Ducati. Regardez les derniers BRK, vous verrez que ça arrive très souvent. Et nous avons surtout, dans ce top 10, 8 Ducati dans le top 10. Toutes les Ducati sont dans le top 10. On pourrait parler de chaque pilote, mais la course de la part de Ducati a été finalement plutôt calme. Les pilotes étaient assez espacés, pas trop de bataille entre eux, mis à part devant, et on va en parler juste après. Mais bravo Bezzecchi, bravo Morbidelli qui finit dans le top 10 avec 2 longues laps, bravo à bien sûr Alex Marquez, un énorme bravo à Fabio Di Giannantonio qui vient faire les dépassements sur Acosta, sur Aleix Espargaro, sur Alex Marquez si je dis pas de bêtises et qui vient prendre ce top 5, bravo à Fabio Di Giannantonio, bravo à Marc Marquez qui, on l'a vu le samedi, n'avait pas forcément un énorme rythme et qui a vachement bien tenu le top 3 pendant une grosse partie de la course, qui a décroché Aleix Espargaro au moment où il le fallait. Donc bravo à Marc Marquez qui prend un peu de retard au championnat malheureusement pour lui. C'était difficile avec cette GP23, on l'a vu, les pilotes de l'année dernière ont eu des difficultés avec la GP23, ont fait des erreurs toute l'année, que ce soit Martin, que ce soit Bagnaia. Cette année, c'est Bezzecchi qui en fait beaucoup. Di Giannantonio, il y a très peu d'erreurs, mais il est dans une saison assez exceptionnelle. Et Marc Marquez qui fait aussi des erreurs, comme je pense à Jerez, comme je pense aussi ici à Silverstone. Donc il y a des erreurs de tous les côtés et la GP23 est assez imprévisible. Bagnaia l'avait déjà dit l'année dernière. Donc voilà, Marquez va falloir se concentrer, mais c'est vrai que les 3 GP24 de devant semblent assez intouchables pour cette fin de saison, cette deuxième partie de saison en tout cas, parce que oui, on est à la mi-saison, c'était la 10e course. Et parlons du trio de tête qui écrase la concurrence, mais alors là pour le coup sur cette course, c'est vraiment phénoménal. Notre trio de tête, qui est notre trio de tête au championnat du monde des pilotes d'ailleurs, je vous le rappelle, Bagnaia, Martin, Bastianini. Alors c'est plus Martin, Bagnaia, Bastianini à la fin de cette course, mais bref, mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Parlons d'abord de Francesco Bagnaia qui fait une course plutôt solide, pas exceptionnelle, mais plutôt solide après une course sprint difficile.
L'enjeu sur cette course, c'était la gestion des pneumatiques et la gestion aussi des pilotes. Alors, pourquoi les pneumatiques? Eh bien, parce qu'on ne pouvait pas mettre le hard à l'avant, qui était normalement le choix de prédilection avant même le début de la course. Tout le monde devait mettre les hards, mais avec une température aussi basse, eh bien, les hards étaient difficiles à mettre en température et il était très difficile d'avoir du feeling avec un hard à l'avant. On l'a vu d'ailleurs pendant la course sprint avec Espargaro et avec Marc Marquez. Donc voilà, le médium a été préféré, c'est une approche différente, il fallait réussir à conserver ce pneu médium à l'avant et le médium à l'arrière était le choix logique pour tout le monde et c'est ce qui a été fait, mais nous le savions, à Silverstone, il fallait très bien gérer son pneu arrière pour garder du grip sur la fin de course. Nous avons vu dans le field une erreur de Bagnaia, qui se fait doubler d'ailleurs à ce moment-là par Bastianini et après il n'a pas voulu pousser, c'est ce qu'il avait dit, déjà une erreur le samedi, il n'allait pas en refaire une le dimanche et en plus son capital pneumatique s'est écroulé un petit peu avant les deux autres pilotes de devant lui qui ont su très bien gérer les pneus. Et on va parler de la masterclass, de l'excellent, de l'exceptionnel, du gigantesque, de l'énormissime Enea Bastianini. Alors Martin fait une course plus que correcte. Martin fait une très bonne course de gestion, une très bonne course de défense, une très bonne course d'attaque au bon moment. Donc Martin a fait tout ce qu'il fallait, mis à part avoir le talent d'Enea Bastianini dans ce genre de conditions. Que dire de plus? On va parler de la masterclass de Bastianini tout de suite. Comment ça se fait que Bastianini écrase tout le monde? Eh bien, en MotoGP, pour gérer ses pneumatiques, il y a plusieurs choses. Le traction control, l'anti-wheeling, donc tout ce qui va être au niveau de l'électronique, et surtout, la première chose, le pilote. Vous pouvez régler votre traction control avec beaucoup de traction justement, avec beaucoup d'aide sur ce côté-là. Donc ça veut dire que dès que vous allez accélérer, eh bien la moto va bloquer un petit peu la puissance, la réduire pour pas que votre roue glisse. Mais vous allez perdre déjà en performance au niveau des sorties de virage parce que vous allez être bridé à chaque fois que vous accélérez. Et aussi en termes de feeling parce que c'est l'électronique qui va tout gérer sur votre train arrière. Donc, si vous en mettez pas assez, la roue va beaucoup patiner, beaucoup user le pneumatique et ça va devenir très difficile de gérer dès que vous aurez un petit drop de performance au niveau du pneu arrière. Donc, il faut trouver le juste milieu et ça se joue avec les ingénieurs, ça se joue avec le retour des pilotes. Et voilà, donc Bastianini doit être plutôt correct dans ce domaine. Mais le point principal, c'est le pilote, c'est la gestion à l'accélérateur, c'est l'utilisation du pneu arrière dans les virages, c'est la manière d'utiliser la moto tout au long de la course. Et là, Bastianini est un génie dans ce domaine. En 2022, on le voyait déjà. En 2023, c'était plus difficile avec la GP23. Et en 2024, avec une moto qu'il aime beaucoup, avec la confiance, la forme qui va avec, c'est juste parfait. Bastianini, il sait ouvrir les gaz au bon moment. Il sait gérer son pneu arrière avec son style de pilotage parce qu'il a un style de pilotage quand même très différent de tous les autres pilotes sur la grille. Et peut-être que ça fonctionne avec ces motos modernes. Donc à voir parce que c'est pas aussi agressif qu'un Martin, c'est pas aussi linéaire qu'un Bagnaia ou qu'un Quartararo. C'est différent d'un Marquez ou d'un Binder. C'est vraiment, il a son style de pilotage et ça a l'air de fonctionner parfaitement avec ses pneumatiques et avec cette génération de motos. Bravo, Enea Bastianini, que dire de plus? J'aimerais en faire une vidéo tout entière, mais je passe toujours trop de temps sur Ducati. La vidéo est interminable. Merci de la regarder quand même. Abonnez-vous, on ne sait jamais. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la masterclass d'Enea Bastianini qui gagne la course sprint, qui gagne la course principale et qui prend la 3e place au championnat du monde et qui est à moins de 50 points de la tête du championnat. Que dire de plus, mis à part bravissimo. C'est pas anglais, c'est italien, mais c'était le Grand Prix de Silverstone, mais voilà. Allez, moto 2, moto 3, et on s'en va. Moto 2, moto 3, je suis rarement déçu. La moto 2, ça me plaît de plus en plus. Mais qu'est-ce qui se passe cette saison? Ogura, Garcia, Vietti qui revient, Arbolino, Aldeguer. Bon, Aldeguer, alors parlons-en, c'est une catastrophe complètement monumentale. Au fond du classement, nulle part, aucun feeling, rien. Il prend tarif au championnat. On va pas se mentir, il prend tarif au championnat. Quelle course! Jake Dixon qui s'impose à domicile devant Aaron Canet. Je vous le dis, c'est imprévisible. Il y a tous les pilotes. Celestino Vietti qui prend son podium. J'étais tellement content quand j'ai vu ça. Enfin, KTM est de retour sur le podium dans les plus petites catégories. Oui, il y a Rueda aussi qui fait de bonnes choses. Mais enfin, Vietti, merci. Et quelle course!
On a eu Ogura, on a eu Garcia, des remontées, des dépassements. Garcia, 24e au premier tour, 4e au dernier tour. Si vous me dites qu'il n'y a pas de spectacle en Moto 2, je ne vous comprends pas. C'est vraiment en train de devenir fou cette saison. Branchez-vous sur la Moto 2, vous ne le regretterez pas. Concernant la Moto 3, nous avons pu voir aussi encore une fois de la bataille du premier au dernier tour. Un groupe de 10 pilotes, ça va dans tous les sens. Les favoris pour le titre qui se dépassent, qui se redépassent. Que dire de plus? Et encore une fois, David Alonso ne va pas gagner, alors que dans le dernier tour, c'était une bataille dans son domaine, c'était dans le dernier tour, c'était dans les derniers virages, tout était dans le scénario pour que David Alonso gagne, mais alors c'est Ivan Ortola, avec tous les autres pilotes derrière qui ont payé comme Ivan Ortola, mais c'est Ivan Ortola qui va venir s'imposer dans une course magnifique. Voilà, la Moto 3, c'est pareil. Bon, restez branchés parce qu'il fallait être branché il y a déjà 4-5 ans. Mais restez branchés parce que c'est toujours aussi fou. Et on s'amuse toujours quand on regarde la Moto 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous vous êtes amusés. J'espère que vous avez appris des trucs. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur certains points. N'hésitez pas à le noter en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. Faites tout ce que vous pouvez avec cette vidéo. Mis à part mettre un pouce rouge. Mais en tout cas, je vous dis salut, à la prochaine. C'était Théo. On se retrouve au Red Bull Ring où j'attends KTM de pied ferme.